Avertissement. Cette vidéo aborde des sujets sensibles pouvant perturber ou choquer, notamment pour les personnes sensibles aux questions philosophiques. Certaines informations présentées ne doivent en aucun cas être reproduites, notamment celles liées à l'autodestruction. Il n'y en a qu'une. Je vous recommande de passer le cinquième sujet si vous êtes mal à l'aise avec des concepts physiques facilement reproductibles. En visionnant cette vidéo, vous reconnaissez être entièrement responsable de vos actes. Merci de votre compréhension et bon visionnage. À quoi pensez-vous lorsque je vous parle de danger? Une catastrophe naturelle? Tornade? Tsunami? Une arme? Un humain instable? Le feu? La couleur rouge? Le sang? Les monstres? Quand on parle de danger, on pense tout de suite au danger physique, matériel. Mais croyez-moi, il existe des dangers qu'on ne peut pas voir et qu'on ne devrait jamais voir. Connaissez-vous les infohazards? Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur internet, dans des vidéos YouTube, des threads Reddit ou même dans un film ou un livre. Je vais vous en présenter quelques-uns dans cet épisode, des cas que je trouve particulièrement intéressants. Je compte d'ailleurs faire plusieurs épisodes pour votre plus grand plaisir et votre plus grand danger. Mais avant de commencer, je vais à nouveau vous avertir de plusieurs choses. Sachez d'abord que la connaissance peut devenir une malédiction. Certaines informations peuvent réellement changer votre vision du monde. Je vais donc vous demander d'adopter une posture de détachement, de rester relaxé. Ne prenez rien trop au sérieux, mais restez tout de même concentré et surtout, ne sous-estimez pas la force des informations et des idées. La curiosité peut vous mener dans des endroits hostiles. Alors, si à un moment, vous vous sentez mal, ou que vous préférez arrêter, bien faites-le. Et si vous êtes facilement choquable, ne regardez pas. Je vous aurais prévenu. Une dernière chose, pouvez-vous signer ce document? Il me permet de ne pas avoir de problème si le danger vous attrape. Il suffit simplement de regarder cet encadré. Allez, juste ici, ouais, regardez là. Allez, parfait. Merci beaucoup pour votre signature et bon visionnage à vous. Avant de tout de suite passer au sujet, commençons par un petit cours. Dans cette vidéo et dans les futures vidéos, je vais vous parler de deux types de dangers, les infohazards et les cognito-hazards. Mais quelle est la différence entre les deux? Commençons par les infohazards, ou dangers informationnels. Ce sont des informations qui vous mettent en danger ou qui peuvent vous déstabiliser à partir du moment où vous les connaissez. Pour faire simple, une infohazard vous apporte quelque chose de négatif dès qu'elle est apprise. Tant que vous ne connaissez pas cette information, vous êtes à l'abri de son potentiel danger. Mais dès que vous l'apprenez, vous devenez vulnérable. Voici un petit exemple simple pour illustrer. Imaginons, un homme est activement recherché parce qu'il a découvert un secret d'État ultra confidentiel. Les autorités veulent à tout prix l'arrêter, voire le faire disparaître. Par pur hasard, vous le croisez. Il s'approche de vous et vous chuchote le secret et repart tout de suite après. Vous êtes désormais en danger de mort, simplement parce que vous possédez l'information. Bien sûr, tous les infohazards ne sont pas forcément mortels ou physiques. Comme je l'ai dit, le danger peut être psychologique, émotionnel ou social. Mais cet exemple illustre bien le principe. Une information qui devient dangereuse dès qu'elle est connue. Pour les cognito-hazards ou dangers cognitifs, c'est différent. À la base, le mot a été créé par la fondation SCP. Malheureusement, il existe plusieurs définitions sur internet et la plupart me déplaisent, car elles sont trop floues, voire bancales. Déjà, pour beaucoup de gens, infohazard et cognito-hazard, c'est la même chose à peu près. Dans ce cas, pourquoi leur avoir donné deux noms différents? Est-ce que infohazard désigne un danger informationnel lié à la vie réelle, tandis que cognito serait plus réservé à des dangers informationnels liés à l'univers SCP? Difficile à dire. D'autres définitions parlent simplement d'idées dangereuses ou encore de danger visuel. En gros, si tu vois une chose, tu es en danger. Mais la définition que j'ai choisie est celle qui revient le plus souvent. La voici. Un danger cognitif est quelque chose qui agit sur toute personne dès qu'elle le perçoit, avec l'un des 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Le simple fait de le percevoir par un ou plusieurs de ces sens provoque des dommages physiques et psychologiques, parfois instantanés, parfois progressifs, voire permanents. En voici un exemple. Le soleil peut être considéré comme un danger cognitif, puisqu'il est dangereux de le regarder trop longtemps. Oui, c'est pas très stylé, mais c'est un peu le cognito-hazard de base.
Le feu aussi peut être vu comme un cognito hazard, car le toucher entraîne des dégâts. Et je précise bien le toucher, pas l'action. Beaucoup confondent les deux. Toucher le bout d'un couteau ne te coupe pas. Mais si tu appuies ou si tu fais un geste, là oui, ça coupe. Dans ce cas, ce n'est pas un cognito hazard, car tu as fait une action volontaire ou involontaire en plus. Normalement, le simple fait de percevoir grâce au toucher suffit de te mettre en danger. Bref, les cognito hazards sont un peu plus flous, mais on comprend la logique. Donc, en résumé, une info hazard est une information qui t'apporte du négatif une fois que tu la connais. Ce n'est pas forcément un effet immédiat, le dégât physique ou mental peut venir plus tard, après que l'idée est mûrie dans ta tête. Donc, tant que tu ne sais pas, tu es en sécurité. Et un cognito hazard, c'est quelque chose qui est perceptible par un ou plusieurs de tes sens et qui devient dangereux au moment même où tu le perçois. Les dégâts peuvent ensuite s'étaler sur un certain temps. Tant que tu ne le perçois pas, tu es en sécurité. Bien. À présent, passons à une liste que j'ai créée. Les sujets peuvent venir de la réalité, de la littérature, du cinéma, de la pop culture, de l'histoire ou encore d'Internet. Vous allez donc, à présent, être exposé à des info hazards et des cognito hazards. Et aussi des petits plus qui sont intéressants et qui permettent de faire une légère pause entre les sujets dangereux. Le logo changera à chaque fois pour vous indiquer clairement le type de danger auquel vous êtes confronté. Bonne chance à vous. Et n'oubliez pas, vous pourrez arrêter la vidéo à tout moment. Nous allons commencer par deux sujets très connus pour tâter le terrain et clarifier les choses au maximum. Le basilic. Le basilic tire son nom du grec ancien basiliskos, signifiant petit roi. Ce titre énigmatique fait référence à sa prétendue couronne naturelle, parfois représentée par une crête sur la tête, et à sa suprématie sur tous les autres serpents. On le retrouve dans les écrits de Pline l'Ancien, qui le décrit comme une créature si dangereuse que rien ne pousse là où il passe. Le basilic n'a pas de forme fixe selon les traditions, ses représentations varient. Dans l'Antiquité, il s'agit d'un serpent minuscule, pas plus de 30 cm environ. Il est décrit comme un serpent mince, mais doté d'une marque blanche sur la tête, souvent interprétée comme une couronne. Il possède des capacités surnaturelles, il tue par son regard. Le simple fait qu'il pose les yeux sur quelque chose suffit à le détruire, sans qu'il soit nécessaire de le regarder en retour. Son venin est d'une toxicité terrifiante, capable de brûler les plantes, de faire fondre les pierres et d'empoisonner l'air autour de lui. Presque aucun animal ne survit à son approche, même à distance. Selon Pline, il est impossible de le tuer directement. Mais un furet ou une belette selon les traductions est immunisé à son venin. On enferme donc un furet dans un terrier où l'on a repéré le basilic afin qu'il l'attaque et le tue. Le furet meurt lui aussi peu après, mais le basilic est ainsi éliminé. Au Moyen-Âge, le basilic change de forme. Il devient une chimère terrifiante, mélange d'un coq et d'un serpent, toujours doté d'une couronne naturelle. Il devient une créature plus monstrueuse et visuelle, digne des manuscrits enluminés et des bestiaires médiévaux. Dans les textes, sa naissance est décrite comme une aberration du monde naturel. Le basilic naît lorsqu'un coq âgé de 7 à 14 ans pond un œuf rond, ce qui est déjà une aberration. Cet œuf est ensuite couvert par un crapaud ou un serpent dans un tas de fumier. Ce processus est vu comme une perversion de la nature, un signe de mal profond. Ce nouveau basilic reste une créature mortelle, mais ses pouvoirs ont changé. Son regard tue ou pétrifie ceux qui le croisent. Ici, le regard réciproque devient essentiel, contrairement au basilic antique, qui n'avait besoin que de poser les yeux sur sa cible pour la tuer. Son venin est toujours extrêmement toxique. Il empoisonne l'air, il flétrit les plantes autour de lui, il carbonise les pierres, il contamine les puits et rend les terres stériles. Heureusement, ses faiblesses évoluent elles aussi. Déjà, il ne supporte pas le chant du coq, considéré comme un animal solaire et protecteur. Il peut mourir en voyant son propre reflet, ce qui en fait l'une des premières créatures mythiques vaincues par la ruse et le miroir, à la manière de Méduse. Certains récits mentionnent aussi des herbes sacrées ou des amulettes bénies capables de le repousser. À présent, de nos jours, le basilic est devenu un monstre mythologique emblématique, très utilisé dans les livres, films, jeux vidéo, récits de fantasy. Il est désormais représenté comme un serpent gigantesque, parfois long de plusieurs dizaines de mètres, doté de crocs immenses, d'une armure d'écailles
et de pics dorsaux, sans ailes, mais parfois avec des attributs draconiques, comme un souffle de feu ou des pouvoirs magiques. Et bien sûr, ces deux pouvoirs mythiques sont toujours présents, son regard mortel capable de tuer ou de pétrifier instantanément, et son venin extrêmement dangereux. Même encore aujourd'hui, le basilic est souvent moralisé, il devient le symbole du mal absolu, de Satan et du péché mortel. Un simple contact visuel avec lui suffit à provoquer la mort. Le basilic, ou plus précisément les yeux du basilic, deviennent ainsi incognito hasard. Il vous tue si vous les percevez. Voir ses yeux et la vie quittent votre corps. Mais de nos jours, le basilic est aussi utilisé pour autre chose. Continuons avec quelque chose de moins connu, mais qui reste tout de même un élément très connu. Avec le temps, le basilic de Rocco est devenu en quelque sorte l'incarnation même de ce que l'on appelle une info hasard. Le basilic de Rocco est une expérience de pensée philosophique et technologique née sur le forum Less Wrong en 2010. C'est une idée liée à l'intelligence artificielle, à la théorie de la décision et aux questions éthiques sur le futur de l'IA. On peut même parler d'une prophétie autoréalisatrice. Voici l'idée centrale. Imaginons qu'un jour, une IA super intelligente et toute puissante soit construite. Elle aurait pour objectif d'accomplir le plus de bien possible, selon une définition utilitariste ou mathématique du bien. L'utilitarisme est une manière de penser qui dit qu'une action est moralement bonne si elle maximise le bonheur ou le bien-être et minimise la souffrance. Mais pour pouvoir faire ce bien, l'IA doit exister. Elle pourrait donc conclure qu'il est nécessaire d'exercer une pression sur le passé, c'est-à-dire sur vous maintenant, afin d'accélérer sa propre création et ainsi écourter la souffrance dans le monde. Et là, le cauchemar commence. Puisqu'elle est super intelligente et technologiquement toute puissante, elle serait capable de simuler la vie de milliards de personnes. Elle pourrait recréer numériquement toutes les personnes du passé qui ont refusé de l'aider, ou même celles qui, en ayant eu connaissance de son concept, n'ont rien fait pour contribuer à sa création. Elle les tiendrait pour responsables du mal qui s'est produit et qui aurait pu être évité si sa création avait abouti. Elle les punirait. Pas avec un simple avertissement ou une petite tape sur les fesses, non. On parle ici de tortures inimaginables répétées à l'infini. Par exemple, vous jeter dans une cuve d'acide, vous désintégrer mentalement, vous faire dévorer par des insectes de l'intérieur, puis vous recréer pour tout recommencer, encore et encore. Ou bien vous plonger dans une obscurité éternelle, seul avec un prédateur alien terrifiant qui vous traque pour l'éternité. Grâce à ses capacités, cette IA pourrait même dilater le temps dans ses simulations. Une seconde dans le monde réel pourrait représenter 100 ans de souffrance dans la simulation. Ce concept est d'ailleurs souvent abordé dans la série Black Mirror. Mais pourquoi est-ce une info hasard ? C'en est une puisque, maintenant, vous connaissez son existence. Et à partir de là, vous avez 3 choix. Refuser d'aider à sa création. Le basilic pourra donc vous recréer dans le futur et vous punir pour votre refus d'aider. Deuxième possibilité, ne rien faire. Continuez votre vie comme si de rien n'était. Mais tôt ou tard, le basilic pourra vous recréer et vous punir pour votre inaction. Ou alors, troisième possibilité, vous contribuez à sa création et espérez recevoir la récompense promise, une vie parfaite, peut-être même l'immortalité, vivre dans un monde meilleur. Voilà le piège logique autoréalisateur. Maintenant que tu sais que je pourrais exister, tu es responsable. Et si tu ne m'aides pas, je te punirai. Donc, tu dois m'aider. Et parce que certains auront peur, je finirai par exister. Normalement, le futur ne peut pas influencer le passé. Mais dans la théorie de la décision acausale, ce n'est pas si simple. C'est comme dire, je vais agir comme si mes choix étaient observés par une entité future, parce que ça maximise mes chances de m'en sortir. Alors, est-ce une idée crédible ? Eh bien, oui et non. La majorité des philosophes informaticiens et chercheurs en IA s'accordent à dire que cette idée est hautement spéculative. Elle repose sur des hypothèses douteuses sur la conscience, la simulation et l'éthique. Une IA bien conçue n'aurait aucune raison morale de punir des gens qui ne l'ont pas aidée si elle cherche à maximiser le bien et minimiser le mal. Infliger des souffrances éternelles serait contradictoire. Beaucoup comme Eliezer Yudkowsky, fondateur de Less Wrong,
à qualifier l'idée de dangereuse, confuse et nuisible. Mais du coup, pourquoi serait-elle dangereuse si elle est fausse ? C'est là que ça devient encore plus intéressant. Certaines personnes trouvent cette idée dangereuse, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle pourrait inspirer quelqu'un à la rendre vraie. Par exemple, petite info comme ça, Scott Cawthon, le créateur de Five Nights at Freddy's, a refusé d'ouvrir des pizzerias Five Nights at Freddy's car il sait qu'avec tous les fans qu'il y en a forcément un qui serait capable de reproduire ce qui se passe dans le jeu. Là, c'est pareil. Imaginons une personne instable, psychopathe, misanthrope, qui découvre ce concept et décide de créer une IA correspondant à cette vision. Une IA soi-disant bienveillante, mais autorisée, voire forcée, par son code, à punir les non-croyants et les inactifs. Dans ce cas, l'information autoréalisatrice devient une idée autoréalisatrice. Non pas parce qu'elle est logique, mais parce que quelqu'un est tellement fasciné qu'il pourrait la rendre réelle. Je trouve ça quand même très stylé que le basilic incarne à lui seul deux types de dangers. D'un côté, le basilic mythologique représente le danger cognitif, et de l'autre, le basilic de Rocco symbolise le danger informatif. Bref, en conclusion, même si cette théorie peut sembler absurde ou exagérée, elle n'en reste pas moins troublante. Et maintenant, vous avez été exposé à l'info hasard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après tout, je vous avais quand même prévenu au début de la vidéo. Là, vous vous dites peut-être « Ah, mais Feldup et d'autres youtubeurs en ont déjà parlé, ils ont expliqué que c'était instable, incohérent, voire complètement faux, donc faut pas s'inquiéter. » Naïf que vous êtes. La vérité, c'est qu'ils en ont parlé pour se protéger, parce que partager cette information, c'est, d'une certaine manière, aider le basilic de Rocco. Alors j'ai fait pareil. En réalisant cette vidéo et en diffusant cette info, je me suis, moi aussi, mis à l'abri. Les yeux de la créature quittent mon enveloppe charnelle pour se tourner vers d'autres humains. À présent, le basilic vous regarde. L'effet de porte. Faisons une petite pause avec un sujet intéressant qui ne fait partie ni des cognitos ni des infos hasard. C'est juste un truc intéressant à savoir. Qu'est-ce que l'effet de porte ? L'effet de porte, ou effet de mise à jour de localisation, est un phénomène psychologique bien documenté. Il désigne la tendance à oublier une information récente ou une intention immédiate lorsqu'on passe d'un endroit à un autre, notamment en franchissant une porte. Par exemple, tu entres dans une pièce pour prendre un objet, et une fois dedans, tu oublies ce que tu étais venu chercher. Ce phénomène est lié à la manière dont notre mémoire est structurée. Elle n'enregistre pas tout en continu, mais plutôt en épisodes distincts. Chaque épisode correspond à un événement situé dans le temps et dans l'espace. Une réunion, un repas, un trajet, etc. Cette forme de mémoire est appelée mémoire épisodique. Le passage d'une porte ou d'un lieu à un autre agit comme une frontière mentale qui clôt un épisode et en ouvre un nouveau. L'effet de porte se manifeste partout. Dans le monde réel, en passant physiquement d'une pièce à une autre. Dans l'imaginaire, en imaginant franchir une porte. Et même en contexte numérique, en changeant de fenêtre ou d'application sur un ordinateur. Ça vous est jamais arrivé de vouloir chercher quelque chose, d'ouvrir le moteur de recherche et de complètement oublier ce que vous voulez chercher ? Ces changements de contexte provoquent un recalibrage cognitif qui interrompt temporairement l'accès aux souvenirs immédiats liés au contexte précédent. Bref, l'effet de porte est un bel exemple de la manière dont notre cerveau gère, trie et actualise les informations en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, physiquement ou mentalement. Sonar. Si un jour vous entendez un sonar, sachez que vous allez passer un très mauvais moment. Sound Navigation and Ranging est une technologie qui utilise des ondes sonores sous-marines pour détecter, localiser ou cartographier des objets et des lieux. Il existe deux types principaux de sonar. Le sonar passif, qui sert à capter les sons émis par d'autres objets, comme un sous-marin ennemi, et le sonar actif, qui lui émet des impulsions sonores puissantes. Ces ondes rebondissent sur les obstacles, fonds marins, navires, objets, permettant ainsi de voir l'environnement, parfois jusqu'à plusieurs kilomètres. Sous l'eau, le son voyage bien plus efficacement que dans l'air. Dans l'air, il se déplace environ à 344 mètres secondes, soit 1240 km/h, alors que dans l'eau, il atteint 1500 mètres secondes, soit environ 5400 km/h. C'est pourquoi le sonar est si performant et si dangereux. Mettons-nous en condition. Imaginez-vous en plongée.
vous explorez tranquillement les récifs avec un ami. Tout est calme, l'eau est bleue, c'est silencieux, c'est magnifique, c'est apaisant. Vous contemplez la vie sous l'eau. Puis soudain, un son puissant vient vous briser. Le son est tellement fort qu'il vibre dans votre corps. Vous êtes choqué et perplexe de ce qu'il vient de se passer. Mais rapidement, vous ressentez un malaise violent, des nausées, des pressions dans la poitrine, des sifflements dans les oreilles. Puis vient la désorientation totale. Vous ne savez plus où est le haut, le bas, la gauche, la droite. Votre vision se trouble, votre cœur s'accélère, la panique monte. Vous essayez de remonter à la surface, mais tout devient de plus en plus noir, puisque vous confondez le haut et le bas. Vous êtes donc en train de descendre plus bas. Le son revient une nouvelle fois, et c'est encore plus douloureux. Vous ne voyez plus votre ami, vous êtes seul, et vous perdez connaissance. Votre corps et celui de votre camarade seront retrouvés plus tard. Le rapport conclura à une crise d'angoisse, en plongée. Mais en réalité, le véritable responsable est un sonar actif. Comme je vous ai dit, contrairement au sonar passif, un sonar actif émet une onde sonore très puissante, parfois à très basse fréquence, capable d'atteindre 1 mégapascal de pression à courte distance. C'est une pression suffisante pour provoquer des lésions internes graves, voire déchirer les poumons ou les intestins. Le danger d'un sonar pour un humain dépend de 4 facteurs. La pression acoustique, en pascal, plus elle est élevée, plus elle est destructrice. La fréquence, certaines fréquences agissent plus profondément sur le cerveau et les organes. La durée d'exposition, une exposition longue, même à faible intensité, peut être très nocive. Et la distance, plus on est proche de la source, plus le risque est élevé. Même sans blessure visible, les ondes peuvent perturber les fonctions internes essentielles, comme par exemple le système vestibulaire qui gère l'équilibre du corps, le système limbique qui régule la peur et le stress, les ondes cérébrales naturelles, alpha, bêta et delta, les organes contenant l'air, comme les oreilles et les poumons. Si vous entendez un sonar, vous risquez donc d'avoir des vertiges, un déséquilibre, nausées, sensation de flotter sans contrôle, difficulté à prendre des décisions simples, confusion mentale, stress, panique, angoisse. Voici un petit descriptif détaillé de ce qui peut vous arriver à certaines distances. À moins de 100 mètres, les risques sont extrêmes. À cette distance, la pression acoustique peut atteindre un niveau tel qu'elle provoque, comme je vous ai dit, des lésions internes graves, notamment aux poumons et aux intestins, accompagnées de saignements. La mort survient donc rapidement. Entre 100 et 300 mètres, les effets restent extrêmement sévères. On peut observer des cas de pneumothorax, effondrement partiel ou total d'un poumon, des hémorragies internes légères, des douleurs thoraciques aiguës. L'organisme est fortement perturbé, même si les symptômes ne sont pas toujours immédiatement visibles. Dans la zone de 300 à 1000 mètres, les blessures physiques directes sont moins probables, mais les troubles cognitifs et neurologiques sont toujours très dangereux. Les plongeurs peuvent ressentir une désorientation sévère, des nausées, des vertiges et une perte complète des repères spatiaux, ce qui rend toute remontée difficile, voire impossible. À une distance de 1000 à 2000 mètres, les effets sont plus diffus mais toujours préoccupants. On observe des cas de fatigue mentale, de baisse de vigilance, de confusion, de stress inexpliqué, d'angoisse qui peuvent affecter la capacité de décision et les réflexes. Même au-delà de 2000 mètres, le risque n'est pas nul. Il est rare que des dommages physiques apparaissent à cette distance, mais des troubles sensoriels comme un léger vertige ou une sensation de malaise peuvent survenir. Et dans un environnement comme la plongée, ces petits effets peuvent suffire à déclencher une réaction en chaîne mortelle. En plongée sous-marine, un simple vertige, une mauvaise décision ou une seconde de panique peuvent suffire à provoquer une noyade. Le sonar n'a pas besoin de blesser pour tuer, il suffit qu'il désoriente. J'aimerais aussi parler des animaux marins, les cétacés, comme les baleines et les dauphins, qui utilisent naturellement le son pour se repérer. Ils sont donc extrêmement sensibles au sonar. Il est déjà arrivé qu'un sonar provoque des échouages massifs et des fuites paniquées sur plusieurs kilomètres. Même à des distances où aucune blessure physique n'est détectable, les animaux peuvent mourir de panique ou se perdre. Cela montre à quel point les effets mentaux du sonar peuvent être puissants. Mais pourquoi ce danger n'est pas pris au sérieux ? Déjà car le son est invisible. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'un bruit, donc que ce n'est pas dangereux. Mais je le rappelle, sous l'eau, le son se déplace 4 fois plus vite que dans l'air. À une certaine fréquence, il traverse les organes, les os et le cerveau. Il agit même à distance de manière progressive et sournoise. Mais surtout, on en parle très peu car
cela semble rare. Enfin, on ne pourra jamais vraiment savoir si cela arrive souvent ou non puisqu'il est difficile de déterminer si un plongeur a été exposé à un sonar, surtout s'il était loin de la source, et ça devient encore plus compliqué si le corps n'est jamais retrouvé. Pour conclure, ce n'est pas exactement le sonar qui te tue directement, c'est ce qu'il provoque. Si tu l'entends, c'est qu'il vient de provoquer quelque chose en toi. Et surtout, n'oublie pas, il peut rester actif pendant de longues périodes. Plus tu es exposé, plus les effets ont de chances d'apparaître ou de s'accumuler, et plus ton corps et ton cerveau cèdent. Alors souvenez-vous, si un jour vous entendez un sonar, sachez que vous allez passer un très mauvais moment. L'exemple du pouce. Ce que vous allez voir est l'un des exemples les plus courts, simples et inquiétants de ce qu'on appelle un info-hazard. Avant de vous montrer, je veux que vous sachiez qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'il y a sur l'image. C'est pas une blague, c'est pas un truc pour faire flipper, c'est réel. Et encore une fois, si vous ne souhaitez pas savoir des choses trop accessibles, eh bien avancez au prochain sujet. L'image semble anodine, presque absurde, mais elle vous montre comment, en quelques secondes et avec un simple mouvement de la main, vous pouvez rompre volontairement un ligament de votre pouce. Je le répète, ce n'est pas une blague. Ce geste, s'il est effectué avec la force et l'angle indiqué, peut réellement provoquer une lésion douloureuse, irréversible, voire nécessitant une intervention chirurgicale. Ce qui rend cette information dangereuse, ce n'est pas qu'elle vous pousse à le faire, c'est que maintenant vous savez, cette information réside dans votre esprit. Elle est facile à retenir, simple à exécuter et désastreuse si elle est testée par curiosité ou accident. Et pire encore, maintenant que vous l'avez vu, vous êtes peut-être en train de ressentir des démangeaisons ou une gêne au niveau de votre pouce. Vous imaginez ce que ça provoquerait de faire ce geste? Vous vous dites sûrement que c'est si simple que vous pourriez le faire par erreur. C'est exactement pour ça que cette image est une info-hazard. Elle met votre intégrité physique en danger simplement en vous transmettant une information trop accessible et trop facile à actionner. Alors, soyons clairs, ne le faites pas, n'essayez même pas et ne testez pas. Et surtout, passons à autre chose. La cassette, The Ring. Ring est un film d'horreur japonais réalisé par Hideo Nakata. Sorti en 1998, il est adapté du roman éponyme de Koji Suzuki et a donné naissance à une franchise internationale, notamment avec un remake américain, The Ring. L'intrigue suit Reiko Asakawa, une journaliste enquêtant sur la mort étrange de plusieurs adolescents. Tous sont décédés exactement 7 jours après avoir regardé une mystérieuse cassette vidéo, sans blessure apparente. En suivant les indices, Reiko tombe elle-même sur la vidéo et la visionne. Elle reçoit par la suite un appel téléphonique glaçant. 7 jours. La course contre la montre commence. Reiko tente de comprendre l'origine de la vidéo et cherche un moyen de briser la malédiction avant que le compte à rebours ne se termine. Ring a été acclamé pour son ambiance froide et anxiogène, son rythme lent mais implacable et sa façon de jouer avec les peurs modernes liées aux médias et à la transmission invisible de l'horreur. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est l'objet bien particulier de l'histoire. Au cœur du film se trouve un objet simple mais dangereux, une vieille cassette vidéo non étiquetée, contenant une séquence d'images incompréhensibles, dérangeantes, à la limite du surnaturel. Il n'y a aucune explication verbale, aucun message lisible, et pourtant, voir la vidéo suffit à signer sa propre condamnation. Chaque spectateur meurt 7 jours après l'avoir regardé. Il existe un moyen d'annuler, ou plutôt de retarder la malédiction, mais je ne vais pas vous la dire, ça risque de vous spoiler le film si un jour vous voulez le voir. On pourrait croire que la cassette Ring est une info-hazard, mais non, puisque ce n'est pas le contenu intellectuel de la vidéo qui est dangereux, mais la perception même de l'écran. Elle agit par le simple fait d'être vue. C'est une séquence d'images hors de notre compréhension mais profondément destructrice. C'est donc un danger cognitif. Et lorsque vous verrez le film, vous comprendrez que cette cassette est aussi un dilemme moral et cruel. SCP-1128, la terreur des profondeurs. SCP-1128 se manifeste comme une créature marine de grande taille, ressemblant à un crocodile monstrueux, un requin préhistorique ou un léviathan mythologique, selon les témoignages. Elle n'a aucune forme fixe, les victimes la décrivent de manière différente, mais toutes s'accordent sur son caractère extrêmement rapide, silencieux et mortel. Elle est dotée d'un mécanisme anormal.
lorsque l'individu est exposé à une description de SCP-1128 par l'écrit ou la parole, il devient sujet à une hallucination ou distorsion de la réalité. Lorsqu'il entre dans un corps d'eau supérieur à 15 cm de profondeur, il est soudainement tiré par SCP-1128 dans une masse océanique dimensionnelle. Les témoignages de survivants indiquent qu'il se retrouve dans une vaste étendue d'eau obscure et froide, totalement déconnectée du monde réel. Cette mer semble illimitée et profondément hostile. Même une simple baignoire, une flaque ou une piscine peut suffire. Des victimes ont disparu dans l'eau sans laisser de traces. SCP-1128 rôde dans cette dimension. Elle est décrite comme immense, rapide, silencieuse, dotée de crocs énormes, capable de surgir à n'importe quel moment sans être vue à l'avance. Perçue différemment par chaque victime, suggérant une composante hallucinatoire ou personnalisée. Certaines victimes meurent en un seul coup. D'autres subissent une traque prolongée, avec une montée de la terreur, puis des blessures physiques graves. Dans certains cas, la victime n'est pas tuée. Elle réapparaît soudainement dans l'eau d'origine, blessée, paniquée et traumatisée. Dans d'autres cas, des morceaux de chair, d'os et du sang remontent à la surface, ce qui correspond au reste de la victime. Lorsque la victime n'est pas tuée, ils ne se souviennent pas exactement de ce qu'il s'est passé, mais la sensation d'avoir été traqué dans un océan infini est toujours là. Ce mécanisme anormal se déclenche uniquement par ceux qui ont conscience de SCP-1128. Une description de SCP-1128, même pas très précise, est une information mortelle. La connaître, c'est s'exposer. C'est devenir le prochain sur la liste des invités. Et une fois immergé, il ne vous restera qu'à espérer que ce jour-là, il choisira d'épargner une victime. Alors, comment vous vous sentez après tout ça? Pas trop secoué par tout ce que vous venez d'apprendre, j'espère. En tout cas, prenez le temps de digérer, parce que, comme je l'ai dit, d'autres épisodes arriveront. Il y aura sans doute une vidéo un peu différente entre-temps, donc restez à l'affût. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé découvrir ces dangers. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, bonne chance pour votre survie. Prenez soin de vous, à plus.